Huitième webinaire Ariba. Bonsoir à tous. Le thème ce soir de notre rencontre, c'est sport et basse vision. Il nous a paru intéressant de changer un peu le point de vue habituel. Au lieu de vous parler des fragilités rétiniennes, des contre-indications, des adaptations, nous avons voulu ce soir remettre au centre du débat la notion de place de performance visuelle dans la performance sportive et de faire le parallèle entre la vision fonctionnelle dont nous commençons à avoir l'habitude et la vision propre à nos athlètes qui leur permet de se dépasser. Pour participer ce soir à ce webinaire, j'ai la chance d'accueillir Vivien Vasseur, qui est responsable de recherche clinique à l'hôpital de la Fondation Rothschild à Paris, que l'on connaît bien, et grand spécialiste du sport. Bien sûr, il y aura l'intervention de Romain Pro sur les différents équipements. Et surtout, nous avons le témoignage de Sandrine Martinet, qui est une championne paralympique de judo, mais j'ai la chance de laisser Romain, qui m'empêche de parler, pour présenter Sandrine. Voilà. Alors, ce n'est pas vrai. On voit pas, je souris beaucoup. Je suis désolé d'avoir ce masque, mais un rhume ne me lâche pas. Donc, voilà, on va profiter du masque. Donc, effectivement, on a la chance d'avoir Sandrine. Eh bien, et ça me fait plaisir qu'on participe, enfin, que tu participes à ce webinaire. Béatrice, vous l'avez dit, Sandrine est championne paralympique de judo. Et peut-être que pour commencer, eh bien, on va tout de suite parler des JO qui sont pas très loin. Et Sandrine, si tu veux bien, est-ce que tu peux commenter cette photo que tu connais où tu brandis fièrement cette médaille d'argent? Qu'est-ce qu'il en reste des JO? Il en reste de merveilleux souvenirs. Donc bonjour à tous, toutes et toutes. J'ai vraiment vécu une année de préparation des Jeux qui a été à la fois merveilleuse et très compliquée avec une blessure qui m'a vraiment pourri cette dernière année de préparation. Une très très belle médaille d'argent dont je suis très fière. Je suis allée au bout de moi-même. La plus forte à gagner et ce n'était pas moi. J'ai tout donné, donc aucun regret. Et c'est la première de mes 4 médailles d'argent que je peux savourer. Donc voilà, beaucoup d'émotions, un grand plaisir d'être médaillée à la maison avec le public, tous les volontaires qui étaient là, c'était incroyable. Mais aujourd'hui, on est déjà dans la Paralympiade de LA, donc Los Angeles. Je reviens de Géorgie où j'ai obtenu une 3e place en faisant un premier tour contre la Kazakh, donc premier tour final des Jeux. Ça arrive. Et je prépare prochainement les championnats du monde qui auront lieu mi-mai. Donc, on est déjà, voilà, les Jeux de Paris sont finis et on repart voilà, sur les prochaines échéances très rapidement finalement. D'accord. Alors, on en parlait tout à l'heure un petit peu. Là, l'idée, c'est de parler de performance visuelle et de prendre un petit peu le contre-pied par la déficience visuelle. Et donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ta pathologie? Tu es acromate. Est-ce que tu peux nous décrire ta vision, que ce soit dans le sport ou dans la vie courante? Voilà, comment on voit quand on est acromate? Alors, la chromatopsie, c'est une maladie génétique sur un gène récessif et ça entraîne principalement une non-vision des couleurs, une photosensibilité importante, une diminution importante de l'acuité visuelle qui n'est pas corrigée par les lunettes et un nystagmus. Donc, voilà, principalement. Et en plus, je suis myope et astigmate. Donc, je suis très gênée par la lumière. J'ai besoin de beaucoup de contraste entre le clair et le foncé, étant donné que je vois pas les couleurs. Et après, j'ai besoin voilà, d'avoir un outil lunette pour la correction que la myopie et l'astigmatie m'imposent. Et voilà, après, j'ai différents outils qui me permettent de me débrouiller tous les jours. Mais en gros, ça donne ça comme problématique. Béatrice, quelle acuité on a quand on est... Tout dépend des acrobates. Hein. Il y en a des acromatopsies complètes, des acromatopsies incomplètes, etc., etc. Mais je pense que le gros problème, et Sandrine pourrait mieux le dire que moi, ça n'est pas tant le niveau d'acuité visuelle, qu'elle est 1/10, 1,5 ou 0,08. C'est surtout cette photosensibilité extrême qui fait que selon les lieux et selon les situations, elle va avoir des performances visuelles extrêmement fluctuantes. Des moments où elle va pouvoir avoir de porter de bons filtres et elle va être relativement efficace au point de vue discrimination, et des moments où elle ne pourra pas bénéficier des mêmes filtres, où elle sera dans des ambiances beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus difficiles, où elle va se retrouver avec une possibilité infime de discrimination et donc beaucoup plus gênée. Et je pense que c'est ces fluctuations selon les lieux et selon les ambiances lumineuses qui doivent être difficilement gérables.
C'est Alors, ce exact. qu'il y a à noter quand même, c'est qu'a priori, on n'a pas de contre-indication pour le sport par rapport à l'acromatopsie ou très peu. Alors justement, là on voit, j'ai affiché une photo justement contre cette fameuse Kazakh, on en reparlera, celle qui mène, on va dire, la victoire un peu dure. Est-ce que tu peux nous expliquer sur le tatami comment tu vois, comment ça se passe, comment tu fais pour atteindre quand même le maximum de performance visuelle? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors déjà pour arriver jusqu'au tatami, je suis guidée par mon entraîneur qui a arrivé à proximité du tapis. Après, passe le relais à l'arbitre qui nous amène au centre du tapis. Et en fait, arrivé au centre du tapis, étant hyper photosensible avec les projecteurs, je vois rien du tout. Donc je vois tout blanc. Et d'autant plus quand la casaque est en blanc, ça m'aide encore moins. Et la chance qu'on a, c'est que le judo a une adaptation assez facile d'accès pour pouvoir pratiquer le judo comme n'importe quelle autre personne. C'est que on part garde installée. Donc en fait, la difficulté pour nous, étant donné qu'on ne voit pas, c'est de pouvoir appréhender la vision des membres supérieurs de l'adversaire qui vient attraper le kimono à distance. Et nous, on n'a pas cette possibilité-là. Du coup, le fait de partir garde installée nous permet d'avoir tout le référentiel sensoriel tactile qui va venir nous donner les informations nécessaires pour savoir sentir les pousser, les tirer, les déséquilibres de l'adversaire. Et comme le judo est un sport de sensation, on peut, grâce à cette adaptation, pratiquer comme les valides exactement le même sport avec le même règlement. Et à partir du moment où on peut partir garde installée, on pratique même au niveau des entraînements avec les valides. Donc c'est vraiment une D'accord, chouette adaptation pour nous et ça nous facilite grandement les entraînements pour s'entraîner avec les meilleurs valides français. d'accord. Ça veut dire que la principale différence, c'est ça, c'est départ, garde installé. Voilà. Après, c'est le même règlement. D'accord. Alors, au-delà de ces grandes performances sportives, j'avais envie de parler, même si on aurait pu le faire aussi à la fin, de cette association pour laquelle tu es vice-présidente, l'association pour les acromates. Alors, à part, j'ai toujours un petit peu de mal à retenir l'acronyme, mais je crois que c'est Association pour la reconnaissance de l'acromatopsie. Est-ce que tu Pour peux... l'accompagnement et la Ah, reconnaissance. l'accompagnement. Je pensais qu'il y avait un petit miroir. Voilà. Quand je dis que j'ai un petit Ouais. peu de mal, voilà, c'était bien vrai. Est-ce que tu peux Accompagnement. nous en dire deux mots? Comment Eh elle est bien, née, cette association? voilà, elle est née grâce à notre présidente Tiffany qui faisait en fait sur les réseaux sociaux des vidéos sur la chromatopsie et on a un peu tous tombé par hasard sur les vidéos qu'elle faisait en se disant mais en fait moi quand la première fois que je l'ai écoutée, je disais mais en fait j'aurais pu dire mot pour mot ce qu'elle vient de dire, ce qu'elle a vécu et j'ai tout de suite essayé de rentrer en contact avec elle et grâce aux différentes vidéos qu'elle a fait, elle a pu réunir une 30, 40 acromates. Et rapidement, on a pensé à créer une association pour justement pouvoir nous regrouper, avoir un maximum d'informations sur tous les outils de basse vision qu'on pouvait utiliser, avoir un espèce de parcours de santé commun qu'on puisse référencer parce qu'on s'apercevait que tous on venait d'univers différents et nos parcours étaient très différents avec des reconnaissances de notre pathologie plus ou moins tardive. Et on a eu envie voilà, de pouvoir avoir aussi un lien proche de tous les professionnels de santé et de voir aussi ce qui se passait au niveau de la science et plein d'autres choses autour de notre pathologie. Et du coup, vient juste de créer l'association en janvier. Et voilà, et ça avance bien. Vous êtes Et combien d'adhérents? là, je pense qu'on j'ai pas demandé à Tiffany dernièrement, mais je crois qu'on doit bientôt atteindre les 50. D'accord. Donc, sachant qu'on vient, on Et vient juste de une démarrer. question, à part, j'imagine qu'il y a quelque chose derrière, c'est pas juste l'acronyme. À part, oui, c'est parce qu'on s'est tous autant qu'on aime, même si on a eu des parcours différents, on s'est toujours senti un peu à part, un peu hors du circuit. Dès qu'on allait voir un professionnel de l'optique, en fait, on n'avait pas forcément de réponse à nos questions. Moi, on m'a toujours dit que c'était plus ou moins une rétinique pigmentaire parmi tant d'autres et on m'apportait pas du tout de solution. Et, et voilà, au fur et à mesure des années, voilà, en trouvant quand même certains professionnels, j'ai pu me dépatouiller un peu, mais
la plupart en fait étaient un peu perdus et n'avaient pas le bon équipement. Donc voilà, on a tous eu cette sensation d'être un peu à part, un peu à côté de tout et aussi cette sensation que comme on est capable de faire quand on est dans les bonnes conditions visuelles en termes de luminosité, comme tout le monde, et finalement d'être un peu dans ce qu'on appelle le handicap invisible, même complètement d'ailleurs, dans ce qu'on appelle le handicap invisible, de ne pas avoir aussi le droit d'avoir cette notion de on a besoin de certaines aides, mais non, en fait, vous êtes capable de faire comme tout le monde, donc en fait, vous n'êtes pas handicapé. Et en fait, on n'a jamais trop su Vous êtes tout juste au à long part. des où se caser, donc cette notion de à part était assez forte. D'accord. Béatrice, c'est quelque chose, un sentiment partagé, ça, sur le manque de connaissances, Tout de à fait. reconnaissance? C'est un manque de reconnaissance des acromates, c'est pas les seuls, mais c'est typique parce que c'est une maladie génétique rare. Et donc, beaucoup d'opticiens ou beaucoup d'ophtalmos et même des orthoptistes peuvent ne pas le connaître, hein. Et cette notion d'être porteur d'un handicap sans être handicapé aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important qui fait que l'on est inclus et que on va avoir des performances formidables comme celle de Sandrine. D'accord. Eh bien, on va parler quand même un petit peu des contre-indications, parce que Alors, c'est vrai. on va commencer par le moins agréable, on va dire quelque part, parce que je voulais pas qu'on s'y appesantisse trop ce soir, hein. On va pas, j'ai repris là quelques diapositives que j'ai un peu modifiées, mais il y en a juste 3, ne vous affolez pas, hein. D'un séminaire qui avait été fait en 2023, hein, dans le cadre je crois que c'était de la SFO, il me semble, hein, avec Xavier et plusieurs autres. J'en ai juste extrait quelques diapositives très rapidement pour vous rappeler quelques notions. Sport et yeux fragiles, il faut bien sûr séparer ces notions d'adaptation nécessaires à la pratique de certains sports. Là, Sandrine vient vous dire que, à part le départ, d'après ce que j'ai compris, du combat qui se fait différemment, tout le reste, elle s'entraîne avec des valides et elle pourrait combattre des valides. Il faut bien le différencier des restrictions éventuelles qui peuvent être posées par l'ophtalmologiste quand il existe, entre guillemets, des yeux fragiles qui sont toujours un petit peu la hantise des ophtalmos ou des orthoptistes quand on voit arriver des jeunes sportifs ou des jeunes non sportifs, ne serait-ce que par les contre-indications sportives scolaires. On va parler de quoi? On va parler des contre-indications en cas de forte amétropie, c'est-à-dire les myopies fortes et bien sûr leur fragilité rétinienne. On va parler des contre-indications en tant que on se retrouve face à des yeux opérés, comme par exemple les cataractes avec implant chez les enfants, les buphtalmies dans des cataractes très congénitales. On va évoquer les pathologies de la cornée un peu particulières, telles que certains syndromes secs, des kératocones, etc. Les autres pathologies de la rétine à visée vasculaire, on va les envisager après. En gros, et pour faire simple, on va faire attention à quoi? On va faire attention au risque de traumatisme, c'est-à-dire essentiellement les contusions directes. Chaque année, j'ai des ados qui viennent me voir pour savoir si par hasard ils pourraient pas faire de la boxe. Vous imaginez bien comme en tant qu'ophtalmo, je suis contente, hein. Les sports de balle et de ballon, quels sont les enfants qui ne jouent pas au ballon actuellement dans la cour au foot? J'ai beau militer pour les ballons en mousse, vous imaginez bien que ça n'a pas du tout le même intérêt que les autres. Et j'ai des grandes discussions, hein, avec les balles, les ballons. Et plus la balle est petite, plus elle est dangereuse. Donc vous imaginez bien comme les frères Lebrun et le ping-pong actuellement m'ont fait extrêmement plaisir. Autre point d'appel pour les ophtalmos, les sauts à répétition. Vous savez bien, avec les ébranlements et les chocs à répétition et les ébranlements du vitré, pardon, qui peuvent être excessivement dangereux et peu de limitations à part ça, par exemple. En natation, à part les plongeons tête en avant ou des sports très particuliers comme l'haltérophilie ou des choses comme ça qui vont être très restreints en réalité. Une petite diapo juste pour vous faire peur. D'un côté, les yeux fragiles avec risque de décollement de rétine. Regardez, vous avez tout. Les dégénérescences vitréorétiniennes avec la myopie forte, le rétinoschisis juvénile, les différents syndromes Stickler, Wagner, Marfan. Vous retrouvez ça dans tous les bouquins. Les risques de décollement de rétine quand il y a un exsudat, quand il y a une pathologie vasculaire, quand il y a du liquide, hein, avec en particulier la maladie de Coates, différents hémangiomes rétiniens ou choroïdiens. Et enfin, n'oubliez pas, pour celles qui encadrent des CESAD ou des IES, hein, ou des instituts, les anomalies de développement de l'œil. Et j'attire en particulier votre attention sur les risques quand il y a un colobome chorio-rétinien. On a tendance à les oublier parce que ça peut rester stable très longtemps, mais ça peut quand même être un petit peu dangereux. Deuxième
grand chapitre à côté de ces maladies rétiniennes. Je vous l'ai dit, les yeux fragiles après chirurgie. Je vous ai évoqué le problème d'éventuelle luxation d'implants post-chirurgie de la cataracte. On pourrait parler des plaies, on pourrait parler des sutures, etc., etc. Je ne m'appesantis pas dessus. Honnêtement, ça c'est de la pratique habituelle de l'ophtalmo et ça doit être discuté et surtout compris avec le patient que l'on a en face. Autant on peut essayer d'être un peu plus, disons, cadrant pour des enfants. Des adolescents, ça va être extrêmement difficile parce que tous les adolescents sont invincibles et immortels. Hein, donc voilà. Quant aux adultes, je pense qu'on leur expose la situation, mais c'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire et quel sport éventuellement ils veulent envisager. J'ai en mémoire un grand myope qui était intervenu une fois à l'Ariba, qui avait une fragilité rétinienne extrême sur une dégénérescence vitréo-rétinienne et qui n'avait pas voulu arrêter son sport de combat. Ça s'était mal terminé, mais il m'avait toujours dit, c'est mon choix. Et vous m'avez laissé libre de faire mon choix. Et je pense que ça, c'est important. Et pour terminer ce tout petit chapitre, je vous rappelle que si vous regardez sur la littérature, en particulier les différentes publications de Xavier Zalonghi, vous verrez qu'on a des sports plus ou moins à risque. Je vous ai mis ici les sports à risque faible. Course, natation, voilà, bien sûr sans balles et sans contact corporel. Les sports à risque modéré, et vous voyez qu'on y trouve le tennis, voilà, puisque la balle est relativement importante et qu'elle va s'écraser éventuellement sur les lunettes. Le badminton, le football, le volley. Dans les risques élevés, bien sûr, on a ces sports très particuliers avec des projectiles ou des sports de contact, et on pourrait y mettre presque le basket, qui est parfois aussi très dangereux. Voilà, qui peut être violent. Donc, petit chapitre sur ces sports à risque, mais j'insiste sur le fait que ces indications, ces contre-indications ou ces limites à poser sont toujours spécifiques et personnalisées d'un cas à l'autre, d'un sujet à l'autre, et que c'est au patient de décider ce qu'il veut faire. Merci. Et petite question pour Sandrine. Tu as commencé à quel âge le judo? Alors moi j'ai commencé à l'âge de 9 ans le judo, je faisais du piano et je tenais pas en place sur le petit tabouret. Il fallait que je fasse Ça se ressemble pourtant. sport. Et j'essayais toujours de faire du foot. Alors pour la petite anecdote, ramener le fameux ballon en mousse me permettait d'être acceptée pour jouer. Donc comme c'était mon ballon, j'avais le droit de jouer. Et c'était très difficile, tous les sports de balle. Et c'est vrai que le judo m'a tout de suite attirée parce que l'adaptation est simple. Et quand on est enfant, on part justement en garde installée. Et après, j'ai tout de suite aimé ce sport pour ses valeurs et pour la diversité des techniques et tout ce que ça m'a apporté. On ne l'a pas contre-indiqué à l'époque? Non, absolument pas. Et mon entraîneur de l'époque m'a jamais considéré comme il m'a entraîné comme si j'étais valide. Et il voulait que je fasse les compétitions valides. Et j'ai commencé par du valide et je suis venue au para qu'à l'âge de 20 ans. Ok. Alors, on va avancer dans le sujet et on va passer la parole donc, à Vivien Vasseur parce qu'on parle de valide et de sport para. Ça veut dire qu'il y a forcément des classifications. Et juste avant de laisser la parole à Vivien, je voudrais juste vous préciser quelque chose pour la modération, c'est important. Posez vos questions en participant aux petites vignettes Q et R, questions-réponses. Placez-les ici, vos questions. Dès que le webinaire sera terminé, on ira chercher donc ces questions et on y répondra. Donc, utilisez plutôt ça que le fil de discussion. Voilà, merci. Donc, Vivien, c'est à toi. Parle-nous des classifications. Oui, alors déjà, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Je remercie beaucoup Lariba pour l'opportunité de vous parler de ce domaine du sport et de la vision. Alors, l'exercice n'est pas si simple, en fait. Mais c'est souvent, c'est les petits cadeaux de Romain, ça, généralement. D'essayer de vous parler de performance visuelle chez les malvoyants et d'essayer de faire des parallèles, justement, entre la malvoyance et la performance visuelle. Et on va voir que finalement, il y en a quelques-unes et c'est ça qui est intéressant, il me semble, à partager. Alors, pour ce qui est des classifications, il faut savoir que c'est régi par l'International Bein Sport Federation. Alors, vous remarquerez d'ailleurs que je ne sais pas pourquoi c'est Federation, donc c'est ISBA. Oui, c'est vrai. Association, j'ai remarqué ça, mais c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Et donc, qui est l'organisme qui va régir pour les athlètes ces classifications et qui a édité des règles pour qu'il y ait sensiblement des groupes qui puissent se constituer à niveau, on va dire, égal, et de façon à ce que les athlètes puissent performer entre eux. Alors, il y a plusieurs classifications, il y a plusieurs sports qui sont concernés. Donc, para-judo, on va voir que c'est une petite spécificité dans ce classement de classification.
Alors, ces classifications de base, généralement dans tous les sports, ils sont classés en 3 catégories, B1, B2, B3, suivant le niveau de déficience visuelle, à savoir que plus le chiffre est petit et plus le déficit est important. Dans la classe B1, c'est des acuités visuelles qui sont inférieures ou égales à l'Opmar 2.6. Alors, je ne ferai pas injure, je vais quand même essayer de les traduire en mots noyés, mais je pense que tout le monde ici connaît l'Opmar et bien mieux que moi. Mais l'idée, globalement, c'est que cette B1, c'est vraiment de la malvoyance profonde, de la non-voyance, puisque c'est PL+, ou PL-. Et il n'y a pas de considération sur le champ visuel, bien sûr. Les catégories suivantes, elles sont plus sujet parfois à discussion, et notamment la B2, B3, parce que vous allez voir que notamment des choses peuvent être considérées sur le champ visuel avec des énormes acuités visuelles finalement pour de la malvoyance, et ce qui n'est pas le cas sur l'acuité visuelle. Donc en B2, globalement, si vous avez une acuité visuelle entre 0 et 3 et voit bouger la main, vous êtes dans la même catégorie, ce qui n'est pas vraiment la même chose, ça tout le monde peut s'en rendre compte, et surtout si votre champ visuel est inférieur à 10 degrés, vous pouvez aussi concourir, malgré que vous ayez une acuité visuelle qui avoisine ou qui soit à 10 dixièmes, typiquement sur certaines rétines pigmentaires. C'est la même chose en B3 et de façon plus élargie encore, avec des acuités visuelles qui vont de 1 dixième à 0,4 dixième, et avec un champ visuel qui est inférieur à 40 degrés, ce qui est aussi quand même un large champ visuel qui permet finalement d'avoir des compétences visuelles qui sont relativement élevées par rapport à une simple acuité visuelle à 0,4 dixième. Pour le parajudo, c'est un peu différent. Il n'y a que 2 catégories. Ils ont simplifié les choses. Alors certainement, parce que c'est des sports de combat, il faut avoir 1 contre 1 et que pour faire des groupes à peu près uniformes, on peut pas avoir beaucoup de catégories. Et donc, globalement, il y a la catégorie des non-voyants, PL+, PL-, et la catégorie des malvoyants, qui là est très, très étalée, pour le coup, avec des acuités visuelles allant de voix bouger la main à 0,5 dixième et un champ visuel qui doit être inférieur à 60 degrés en binoculaire dans le méridien le plus grand, ce qui laisse quand même des champs visuels assez importants avec des acuités visuelles qui peuvent être assez importantes et combattre pourtant dans la même catégorie. Ces classifications, quand on fait ces classifications, on doit et on peut aussi, c'est pas que sur l'acuité visuelle et le champ visuel, malgré que ce soit pas considéré comme un examen essentiel, ce qui peut être très étonnant, mais c'est parce que les classificateurs pendant les compétitions n'ont pas forcément accès à ces dispositifs, mais on peut compléter le dossier avec tous les examens qu'on a autour de nous et que vous utilisez tous les jours, qui sont la rétinophotographie, l'OCT, les PVRG, enfin tout ce qui peut documenter de façon objective le déficit, mais c'est pas sur ces examens que repose la classification, c'est vraiment sur l'acuité visuelle et le champ visuel. Alors, on va revenir sur ces limites de classification, notamment sur la classe qui concerne Sandrine, puisqu'elle est classée J2, je dévoile un peu le speech, et donc, comme on l'a vu auparavant, vous avez soit une acuité visuelle qui est comprise entre 0,5 dixième à voix bouger la main, soit un champ visuel qui est inférieur à 60 degrés avec une acuité visuelle donc qui n'est pas limitée. Je vous conseille d'aller sur ce petit site qui s'appelle Visiongram. Peut-être certains d'entre vous connaissent, en tout cas c'est très intéressant. C'est un site qui a été créé par un Japonais. Et globalement, vous pouvez scanner et compléter vos champs visuels sur le site directement et donner les acuités visuelles et la pathologie les plus communes. Et il va vous donner la représentation de ce que voit le patient, de façon un peu plus précise que juste le flou et faire soi-même de façon à peu près aléatoire le déficit de champ visuel. Là, c'est calculé par rapport aux examens que vous lui fournissez. Donc, j'ai rompu à l'exercice. Et donc, à droite, vous avez ce que voit Sandrine, puisque j'ai la chance de la suivre et d'avoir ses acuités visuelles et son déficit. Donc, Sandrine, tu ne verras pas ce que tu ne vois pas sur l'écran. Mais globalement, vous voyez donc ce qu'elle voit, elle, à droite. Et là, à gauche, j'ai simulé un patient qui a 30 degrés de champ visuel avec une acuité visuelle à 8 dixièmes, donc il pourrait combattre contre Sandrine. Vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Et si on va plus loin, là, je vous ai mis pareil, le même patient à 8 dixièmes et à 60 degrés. Donc, vous voyez que sur une prise de vue comme ça, tout à fait qu'ils combattent effectivement dans la même catégorie, mais peut-être pas vraiment avec le même déficit. Alors, pour limiter ça, mine de rien, des sports ont mis des conditions pour que les malvoyants en fait soient au même niveau que les non-voyants, ce qui est le cas dans le cécifoot notamment. Vous avez pu voir cet été pendant les Jeux Olympiques, les Paralympiques, ça y est, je retrouve mes mots, et globalement qui tous portent des lunettes qui sont occultantes. C'est très très bien réglementé pour ne laisser passer rien du tout comme lumière. Et en tout cas, aucune acuité visuelle pour se mettre dans les conditions de PL+, PL-, et même de PL-, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Ce qui est le cas aussi, c'est pour ça qu'on se posait la question, certains se posaient la question de savoir pourquoi, en tout cas moi dans mon entourage, pourquoi
notre hurdleur français là, quoi, ou même athlète français avait à la fois ses lunettes plus des orthopades, c'était juste ou des optiques c'était juste pour globalement se mettre dans ces conditions de non-voyance. Mais ça, et ça, j'aimerais que vous le gardiez en tête parce qu'on va parler après sur la performance visuelle. Est-ce que ça gomme tous les avantages liés qui pourraient être liés à la malvoyance ou non-voyance? Et ça, c'est un autre débat. On en parlera après. Gardez juste cette petite chose en tête. Alors, maintenant vient le plus dur. Peut-être que Toute petite pause. petite pause. Voilà. Parce que, comme tu viens de parler des classifications, et on a bien compris que parfois il y avait des différences de vision assez différentes, malgré qu'on soit dans la même classification. Et j'avais une question pour Sandrine. Avec cette fameuse adversaire, toujours la même, hein, Kazakh, je crois que vous n'avez pas du tout la même vision, pourtant vous concourez dans la même catégorie. Est-ce que tu peux essayer d'expliquer vos différences visuelles? Alors, je connais pas très bien sa pathologie à elle, mais bon, on voit bien que déjà avec ce champ visuel et l'acuité, déjà, ça semble pas très juste. Et la grosse problématique que moi j'ai, c'est ma photosensibilité. C'est-à-dire que quand on est classifié, on n'est pas du tout classifié dans les circonstances de compétition. Ah Donc, oui. on est classifié comme on peut avoir sa visite chez l'ophtalmo, donc dans des conditions lumineuses tout à fait correctes, alors qu'en compétition, je vois rien du tout. Donc, il y a énormément de projecteurs qui viennent refléter sur le tapis jaune, donc avec une espèce de réverbération. Je vois tout blanc, et d'autant plus quand mon adversaire est en blanc, je ne la vois pas du tout. Donc, on pourrait Le gros limite. désavantage, ça. Ouais, c'est quand même un désavantage parce que c'est quelque chose qui me gêne, qui n'est pas forcément douloureux, mais qui me gêne. Par exemple, si mon adversaire est en bleu et moi je suis en blanc, le fait d'avoir cette masse, même si j'ai du mal à la distinguer, cette masse foncée, c'est plus apaisant pour moi. Et je peux à la limite distinguer un tout petit peu ses jambes. Mais voilà, dans l'essentiel, ce qui, moi, là où je trouve beaucoup de limites par rapport à ces classifications, c'est qu'on devrait être classifié dans les circonstances Dans de les compétition conditions. Ouais. et dans les conditions. Sinon, c'est pas juste. C'est pas possible, ça, Vivien. Bah, si c'est possible. Alors, il faut savoir que ça reste des instances, hein, que tout changement dans une instance, c'est très compliqué, qu'il y a peu de voix finalement, et par exemple, en termes de classificateurs internationaux, il n'y a pas grand monde, en tout cas, qui représente la France, puisqu'il y avait le docteur Schall, le professeur Schall, hein, qui a fait ça pendant des années, et qui le fait toujours un petit peu. Toujours, Je hein, pensais qu'il avait arrêté, en mais Géorgie, il a continué. Et le but est justement de ramener d'autres classificateurs pour défendre cette voie-là, parce que et puis il y a tout un écosystème autour de ça. De toute façon, on pourrait regarder la presse ça s'est un peu calmé quand même parce qu'ils ont mis des règles un peu plus strictes quand même. Et il y a toujours débat, hein. Là, j'ai encore eu un entraîneur là de l'escalade, du para-escalade tout à l'heure, et globalement, ils ont les mêmes problématiques avec les mêmes doutes sur certaines nations. Et pour ça, il faut que les Français ou en tout cas d'autres pays défendent leurs athlètes, ce qui est pas évident auprès de ces instances. Mais oui, le but faudrait effectivement que ça soit fait dans les conditions réelles. Et parce qu'effectivement, je vous l'ai pas dit, mais ces classifications sont faites dans les conditions de TDRS, comme le TDRS standard, dans les conditions d'un champ visuel Goldman et que tout le monde fait. Ce qui est bien aussi, il faut standardiser les procédures pour avoir un élément, mais il faudrait peut-être effectivement faire des tests à l'éblouissement, des choses comme ça, ce qui ne sont pas faites, des visions en contraste qui ne sont pas faites, etc. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux poursuivre les mécanismes un petit peu, parce que là, ce qu'on vient de bien comprendre, finalement, c'est que le champ de vision et l'acuité visuelle, c'est quand même assez restreint pour évaluer la compétence visuelle. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin, justement, dans ces mécanismes? Oui, alors on va donc parler de performance visuelle dans la performance sportive. En tout cas, on va essayer de faire un peu un état des lieux de ce qu'on a, de ce qu'on fait et de ce qu'on devrait faire pour des sportifs de haut niveau. Alors bien sûr, ça s'adresse plutôt quand on pense performance visuelle à des athlètes et athlètes de haut niveau, à de la survision ou de la supervision, supravision. Alors on s'en loin très très loin de la malvoyance, mais on va essayer de faire des petits liens quand même. Et la finalité, vous verrez, elle est assez surprenante, ou en tout cas finalement quand on y pense, elle est assez logique. Donc il y a trois mécanismes qui sont mis en jeu pour de la performance visuelle dans la performance sportive, hein, mais ça vous connaissez très très bien, je pense, en tout cas les orthoptistes, sont les mécanismes de perception, le mécanisme de décision et les mécanismes effecteurs, c'est-à-dire qu'on perçoit quelque chose,
On prend une décision sur ce qu'on a perçu et après on fait un mécanisme effecteur pour faire l'action sur le terrain notamment, et c'est ça qui est important dans la performance sportive. Alors pour ça, il y a différents modèles ou différentes échelles qui ont été créées. Il y en a une qui est assez intéressante, c'est la pyramide de Welford, qui se base en fait sur différents niveaux, sur des socles qui sont les perceptions monoculaires, après la dimension binoculaire, l'intégration neuronale et l'intégration cognitive, et la prise de décision et l'action sur le terrain. Donc on va essayer de les détailler un petit peu et de voir, nous, à notre niveau, ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, ce que l'on devrait faire, et voir in fine quel est le lien avec la malvoyance. Alors pour ce qui est des processus de base qu'on connaît, voilà, pour le coup tous, le statut réfractif que tout le monde fait, l'acuité visuelle statique que tout le monde fait, la recherche de l'œil dominant que les orthoptistes font tous, mais il faut avoir quand même en tête que cette acuité visuelle, une acuité visuelle réduite, ça va affecter l'acuité visuelle dynamique, la profondeur de champ et bien sûr la vision stéroscopique et la précision de l'accommodation. Donc ça reste quand même le socle de base. Pour bien voir, il faut une bonne vision, ce qui semble assez la palisse de base. Ce qu'on fait déjà moins, c'est la sensibilité au contraste. Globalement, on a des tests pour le faire, le Pays Robson et ce genre de choses. Alors peut-être que moi, je suis pas spécialiste de basse vision, que c'est des choses qui se font régulièrement en basse vision, de tester des contrastes et justement pour avoir des équipements peut-être plus adaptés. Mais en pratique courante, le test de vision des contrastes, en tout cas nous à l'hôpital, on le fait que dans des projets de recherche, on le fait rarement, voire quasiment jamais dans une pratique standard. Il en est de même pour l'acuité visuelle dynamique qui est très importante. Pendant des jours, on a là quand se parle et que je lis ou que je regarde mes collègues, en fait, il se passe quelque chose de dynamique quand même. Il n'est pas statique quand on regarde. Et cette acuité visuelle dynamique, c'est pareil, elle est très très peu testée, voire pas du tout testée, notamment parce que c'est pas simple à tester de base. Alors maintenant, il y a des équipements qui permettent de le faire, notamment avec des caisses de réalité virtuelle. On en a ou des tests type de neurovision, ce genre de choses. C'est très important puisque globalement, c'est ce qui permet de stabiliser l'image sur la rétine quand la tête est en mouvement. Et donc, ça évalue aussi un réflexe vestibulo-oculaire, ce qui est important notamment sur la posture des sportifs de haut niveau. Après, il y a des processus qui sont un peu plus complexes. Et pour sensoriel binoculaire, c'est pareil, ce serait injure de tout vous rappeler, mais globalement, je suis un peu obligé de vous parler. Donc, notamment de la perception stéroscopique. Vous bien considérer que dans le sport, il faut avoir normalement une bonne vision stéroscopique. En tout cas, plus elle est bonne et moins on a de problème à aller pour viser en théorie. Ce qui n'est pas si simple non plus. C'est des préceptes qu'on a et des choses que l'on veut avoir. On sait que la meilleure vision reste celle binoculaire. Mais donc, bien sûr, étudier tous les troubles qui peuvent y être associés. Et ça, c'est un pilier fondamental de notre profession, notamment en tant qu'orthoptiste. Il y en a même pour l'émergence et l'accommodation, c'est des choses que l'on teste. Ce qui est très important pour le jugement spatial. On sait maintenant que c'est diminué par le stress et la fatigue, qui est une donnée aussi qu'il faut avoir dans le sport, bien sûr, puisque globalement, c'est des gens qui sont soumis au stress et à la fatigue. C'est pas sans doute qui dirait le contraire. Et de même, l'étude de la stabilité du regard et notamment analysée par des technologies fines comme l'eye tracker, qui peuvent être réalisées au cours d'une activité sportive. Ça reste très important dans tous les sports, mais encore plus en certains, notamment sur les tireurs. On suit pas mal l'équipe de France de tir, et c'est des choses qu'on essaie d'étudier chez eux, de leur stabilité du regard, qui est assez exceptionnelle sur leur fait des micropérimétries. Ils ne bougent absolument pas, par exemple, ou la tracking aussi. Et c'est des choses qui sont très, très intéressantes à étudier. Et on sait par exemple des recherches qu'il y a une durée de fixation qui est plus longue avant d'initier un mouvement chez le sportif, même si c'est très fin, ils prennent leur temps finalement de stabiliser le regard avant de faire une action, même si c'est infime, et qu'ils la font plus rapidement que nous puisqu'ils ont des capacités de stabilisation plus accrues. Alors tout ça, bien sûr, c'est fait sur l'eye tracker, qui commence à se démocratiser dans nos professions, et que peut-être les spécialistes en basse vision ont commencé à utiliser avant même les spécialistes de la performance sportive. Les saccades, bien sûr, c'est très important dans le sport pour la détection. Plus c'est rapide et précis, plus vite l'élément en mouvement est identifié et plus vite il peut réagir rapidement au stimulus ou à l'image. Et donc, pour ça, on a l'oculométrie qui est maintenant assez standardisée finalement dans les pratiques orthoptiques, beaucoup moins dans la détection et plus dans la rééducation. Ce qui peut être un peu dommage aussi. On s'appuie pas encore assez de ces outils qui peuvent être l'EyeBrain ou des mesures pareilles par eye tracker. Et globalement, ça peut être un manque globalement chez le sportif. On commence à s'y intéresser alors que c'est la même chose. Je pense que
l'oculométrie, pardon, est assez utilisée depuis bien longtemps en basse vision. Alors le champ visuel, bien sûr, alors là, pour le coup, ça tout le monde le fait, que ça soit en basse vision, en bonne vision, en ce que vous voulez, ça fait partie de l'examen de base finalement de la vision. Le champ visuel, on le dissocie très peu quand même de la performance sportive. C'est fait même chez les sportifs maintenant de plus en plus de savoir quel est leur seuil de détection et la précision de la la localisation spatiale du stimulus périphérique. Mais par contre, on enregistre très peu, c'est quand même les vitesses de réponse. Et ça, c'est pareil, les systèmes maintenant un peu basés sur la neurocognition, neurovision, neurosciences. Ça tarde maintenant aussi beaucoup à ça, aussi à la réactivité du stimulus. Ça, ce qui est intéressant sur le champ visuel, finalement, c'est que, et là on peut faire un lien direct avec la malvoyance, c'est que finalement, la place de son évaluation et l'optimisation chez sportifs de haut niveau est la même que chez malvoyants. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est la même chose. C'est-à-dire essayer d'optimiser soit le champ visuel restant pour avoir la meilleure stratégie visuelle possible. Et c'est exactement ce qu'on veut faire chez sportifs. On veut aller vers une surexploitation de son champ visuel, en tout cas une meilleure exploitation de son champ visuel pour la détection aussi. Alors, le traitement neuronal, après, c'est l'étape qui suit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ça, et ben, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Quelle est l'intégration? Et notamment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait beaucoup d'imagerie mentale, et ça, c'est quelque chose sur lequel travaillent énormément les sportifs. À savoir que, malvoyants ou voyants d'ailleurs, de avoir conscience de la scène, de se la répéter, le geste, le répéter. Et ça, on le sait depuis maintenant quelques années, et pareil, les études en neurosciences, notamment sur les neurones miroirs, que vous activez les mêmes zones motrices, comme si vous aviez fait le geste, alors que vous ne l'avez pas fait et juste pensé le geste. Et ça c'est fait, et vous l'avez tous vu ou vécu, quand vous voyez des compétitions, si vous regardez ça, télévision, on voit le sportif, on voit l'impression qu'il se concentre et qu'il refait les mouvements, etc. Et ça existe depuis la nuit des temps. On peut regarder des vieilles vidéos des JO que Jean-Claude Killy, que les plus vieux connaissent, et peut-être pas les jeunes, qui a gagné les JO dans les années où j'étais pas né. Et globalement, il le faisait déjà. Alors on pense que c'était un peu des trucs de grand-mère finalement, mais finalement, non, il faisait de la neuroscience et il activait ses zones mentales. Et c'est très très intéressant, ça, chez le sportif de haut niveau, c'est vraiment une voie qui est importante. Et c'est là où je vous fais un petit rappel de ce qui se passait tout à l'heure finalement. C'est que pour avoir une représentation mentale, il faut quand même avoir une représentation visuelle de ce qui se passe. Et on a cherché à gommer des différences, notamment entre les malvoyants et les non-voyants. Mais finalement, quand on y pense, le malvoyant, il peut avoir vu la scène, même si elle est dégradée, se la mentaliser, et finalement avoir quand même un avantage sur le malvoyant qui, lui, ne l'a jamais vu. Donc, même si on met des systèmes, globalement, pour gommer des entrées visuelles, ça ne gomme pas l'intégration, les différences d'intégration au niveau cognitif et cortical. Alors, cette intégration visuelle, bien sûr, ça va réunir après tous les sens visuels et moteurs du cerveau. Et tout ça va aller vers le mécanisme effecteur, et donc cette pyramide, elle dépend donc de données précises qui proviennent de la base, notamment chez les voyants, d'aller vers de ce qui se passe au niveau visuel pur, après ce qui va sur la motricité conjuguée et la perception en stéréoscopie, pour aller après vers l'imagerie mentale et après aller vers les mécanismes effecteurs d'intégration et de délivrance sur le terrain. Et finalement aussi, ce qu'on peut penser chez le malvoyant, finalement, et quand on regarde bien, parce que Sandrine, elle, la base, elle l'a pas vraiment, les deux briques de base, elle l'a pas, et on peut se poser la question si elle va pas directement, finalement, elle, à l'intégration mentale, sans se reposer sur son activité visuelle, puisqu'elle ne peut pas vraiment, sans se reposer sur sa vision stéréoscopique, parce qu'elle ne peut pas non plus, mais globalement, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un niveau qui va déclencher l'action et faire cette représentation mentale, et c'est ça qui est très très intéressant chez le malvoyant. Après, donc, le mécanisme effecteur, c'est vraiment les performances. Donc, c'est le temps de réaction visuomotrice, ce qu'on appelle la vitesse psychomotrice. Donc, et ça, on sait par des études assez poussées, mine de rien, qui ont été revalidées, qu'il y a un temps de réaction prémoteur qui est bien plus court chez le sportif par rapport au non-sportif. Et pareil, que le temps de réaction totale œil-main, œil-pied est bien plus court chez le sportif en comparaison au non-sportif. Mais tout ça, c'est pareil, c'est toujours l'œuf ou la poule. C'est de savoir est-ce qu'ils ont des appétences comme ça parce que c'est des sportifs de haut niveau qui se sont entraînés avec des stratégies propres à leur sport ou parce que globalement, ils avaient déjà des appétences ou des compétences déjà bien acquises et qui ont pu le mettre au service du sport de haut niveau. Alors, on parle rapidement des facteurs quand même qui influencent cette performance visuelle et là qui existent pareil dans tout, qui peuvent aussi concerner la malvoyance, qui est la santé oculaire forcément, avec la fatigue, le stress et l'environnement visuel. Pareil, des études qui montrent que le sommeil est très très important dans la performance visuelle et notamment aussi sur la consommation de ce qu'on a. Mais bon, ça se reflète un peu chez tout le monde globalement si on a une vie saine
est bonne, eh ben on va mieux. Et c'est un facteur quand même surajoutant chez les sportifs qui ont eux-mêmes normalement une bonne qualité de vie et une bonne qualité de sommeil, mais pas que, notamment pour le sommeil. Et donc c'est des axes qui peuvent influer sur leur performance visuelle et sportive. Et ça a été plutôt bien étudié dans les études, alors qui datent un petit peu, mais qui ne sont pas remises en cause et on a encore des publics un peu plus récents qui le montrent. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'évaluation de la performance visuelle? Donc, c'est que c'est un élément majeur dans la prise en charge sportive. Elle est très complexe finalement quand on regarde bien en détail. On devrait l'analyser de façon détaillée, ce que l'on ne fait pas vraiment actuellement, c'est-à-dire qu'on se base encore malheureusement que généralement de l'activité visuelle statique et du champ visuel, ce qui est déjà pas si mal finalement sur le champ visuel, mais qui est pas un tout. Il y a plein de choses qu'on peut regarder sur la saccade, sur les choses un peu plus complexes et notamment sur les stratégies visuelles. Je pense qu'il y a des liens quand même forts entre la prise en charge de la malvoyance et de la performance sportive, à savoir que ce que l'on veut finalement dans les deux cas, c'est d'optimiser des ressources visuelles et leur intégration. Donc, que ce soit sur le champ visuel, sur les stratégies visuelles, sur leur représentation mentale, il y a des choses qui sont très très proches. Et globalement, que les connaissances en malvoyance ont beaucoup à apporter à la performance visuelle, notamment dans les prises en charge, mais aussi dans les examens que l'on peut pratiquer. Et globalement, j'en parlais avec le docteur Lebaille juste avant, et une chose que je ne savais pas, parce que historienne de la prise en charge de la performance visuelle, que globalement, elle travaille déjà il y a de nombreuses années sur plutôt la performance visuelle de base, qui a apporté des choses à la malvoyance, en tout cas la prise en charge de la basse vision. Et là, pendant très longtemps, on s'est occupé de la basse vision, et on commence à revenir vers la performance visuelle, qui a été un peu oubliée finalement, et que les deux ont beaucoup à s'apprendre, à mon sens. Et donc toutes ces intégrations de nouvelles mesures non pratiques cliniques, ça pourrait également, et c'est ce qu'on veut, améliorer la prise en charge et la compréhension des pathologies. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Vivien. Alors finalement, le sport, c'est quand même un axe de motivation aux recherches. C'est vrai qu'il y a déjà 20 ans, on s'était dit qu'il fallait lancer ça. Oui, et je pense que on oublie, mais à l'origine de beaucoup de travaux de basse vision en France, je dis pas de cécité, puisque c'était l'école de Marly Leroy, du docteur de Madame Chambé, du docteur Boissin et tout ça, mais les fondements même des théories de prise en charge des procédures de basse vision, au départ, ont été faites par le professeur Corbet, dont j'étais l'adjointe à l'époque au CPEMPN en tant que médecin militaire, et on travaillait au départ en réalité sur la supravision pour adapter les stratégies oculomotrices dans les différents domaines des militaires, puisque ça allait des pilotes de chasse jusqu'aux conducteurs de chars, aux commandos, etc., etc. Et à partir de l'étude des stratégies oculomotrices, de la supervision, on a fait des applications dans les années 90, vous vous rendez compte, 95, voilà, sur la basse vision aux Invalides, avec l'école de Jean-Pierre Menu, de la suite. Voilà. Tout ça pour dire l'importance des facteurs et des différentes stratégies que l'on trouve en basse vision et que l'on trouve chez les sportifs. Et moi, je suis très intéressée aussi par ces notions de représentation mentale et de monde. Et par exemple, il y a une chose qui me frappe quand vous me dites dans la classification, par exemple, chez les non-voyants, dans le judo, c'est en gros non-voyants et malvoyants. Voilà. Il n'y a que deux voilà. Or, dans les non-voyants, pour tous ceux qui ont l'habitude de travailler dans le handicap visuel, on a deux mondes différents qui sont les non-voyants congénitaux qui vont avoir des représentations mentales extrêmement particulières, unitaires au départ, etc., etc. Et puis les malvoyants acquis, même si c'est très précoce, à partir de 18 mois, 2 ans, etc., etc., qui eux auront une expérience visuelle, qui eux ont une expérience de la 3D, de la profondeur, etc., même si c'est pas conscient, et on n'aura pas du tout les performances, tous les instructeurs en locomotion, tous les instructeurs, les IADV ou les instructeurs en activité de vie journalière pourront dire que ce sont des mondes extrêmement différents, uniquement par la puissance de la représentation mentale et de cette intégration à un très très haut niveau. Du coup, je me dis que chez les malvoyants, même si on a tendance à aussi l'explorer un petit peu maintenant avec tous les apports du neurovisuel, etc., etc., je pense que pour les sportifs et pour le travail, ça me paraît un axe de recherche fondamentale. Est-ce qu'on sait l'explorer justement? Est-ce qu'on sait mesurer la capacité d'intégration? La capacité, non. Alors, la capacité, peut-être pas, mais en tout cas, l'activation, oui. Ça, il y a beaucoup d'études sur l'IRM fonctionnel, ce genre de choses, justement, les neurones miroirs, etc., et des représentations. Mais effectivement, et quand on y pense, même la représentation, qu'est-ce que se représente réellement un malvoyant
par nos yeux, nous, de voyants, c'est quand même très, très complexe. Mais il y a des gens qui y travaillent, hein. Notamment, on a une équipe ici en BrainLab avec le professeur Milia qui travaille là-dessus, de ce qui pourrait être la représentation réelle mentale d'un On malvoyant. peut le conceptualiser, mais entre le conceptualiser et justement, enfin, pas l'entraîner, mais au moins savoir ce que la personne déficiente visuelle se représente vraiment, c'est difficile à savoir de façon individuelle. Et la question de l'entraînement, justement, est-ce qu'on est capable d'entraîner cette représentation? Alors déjà, d'entraîner, c'est déjà un vaste sujet, mais d'entraîner la représentation, ce sera Moi, énorme. j'aurais Mais après, il faut quand même un substrat quand même de savoir de quoi il part De pour quoi part, c'est ça. aller quelque part. Alors peut-être, en basse vision, on a quand même l'habitude d'utiliser le rappel de la mémoire visuelle. oui, Oui, Chez bien des sûr. patients qui n'y voient plus, on utilise leur représentation antérieure. Les orthoptistes ont l'habitude de le faire en fin de prise en charge. Hein, Mm. de travailler Mais là-dessus. cette brique-là est très très intéressante, effectivement, et c'est des briques qu'il faudrait effectivement avoir Pourtant, elle dans est fondamentale. la performance visuelle chez le voyant comme chez le non-voyant. Alors peut-être serait intéressant, Sandrine, de t'entendre sur ce plan-là, parce que ton entraînement, alors je connais un peu la réponse parce que je te l'ai déjà posée, mais l'entraînement visuel fonctionnel, on va dire, je crois que tu n'en as pas fait, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu entraînes cette représentation mentale? Qu'est-ce qui se passe dans ton entraînement, dans ta préparation? Où est-ce que tu t'en sers déjà? Où est-ce que tu t'en sers? Alors, en fait, moi, le peu d'informations visuelles que je peux choper des techniques et de l'apprentissage de tout judoka, bah, je l'utilise à fond. Mais c'est vrai que tout au long de ma carrière, même enfant, j'ai utilisé clairement cette représentation mentale. C'est quelque chose que tout sportif utilise, comme tu disais, Vivien. C'est dans notre pratique, dans l'apprentissage de la technique, on la visualise plusieurs fois dans notre tête. Et il y a plein de Ça moments. répète. Voilà, et moi je la visualise, je me vois, je vois l'adversaire, j'imagine complètement les choses et ça me permet d'intégrer cette technique et de la répéter mentalement et de répéter les différents schémas en fonction des adversaires et de me faire mes petits films comme ça. Et c'est quelque chose que j'utilise tout le temps pour mémoriser ce qu'on a fait pendant la séance en le répétant mentalement. Dans la chambre d'appel, juste avant de combattre par rapport à tel adversaire, je visualise tout ce qu'on a vu avec l'entraîneur sur le schéma tactique de l'adversaire. Et je visualise le combat que je vais effectuer. J'utilise aussi énormément, comme beaucoup de sportifs, lors des blessures, parce qu'on est éloigné du tatami pendant un certain temps. Moi, j'ai eu des grosses fractures au niveau de la cheville et pendant 4 mois, j'ai pas pu faire de judo. Et la visualisation mentale des différentes techniques que je me répétais régulièrement, voilà, m'a permis de garder ce lien neuronal et de reprendre l'activité en ayant moins ce laps de temps où finalement je n'ai pas fait de judo, mais si j'en ai fait, mais je l'ai voilà, mentalisé et c'est quelque chose qu'on utilise énormément. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'un non-voyant, dès le départ, qui n'a pas cette visualisation, on voit bien dans le développement moteur qu'il a, voilà, c'est la kiné qui parle, Tu bah, il parles. y a des différences clairement entre un non-voyant qui a pu avoir une représentation et qui fait appel à cette mémoire-là, et un non-voyant qui n'a pas pu se faire cette représentation-là. Ouais. Alors, j'ai affiché une photo là, justement pour la transition. On te voit, alors là, c'est la demi-finale avec la chinoise et on voit les yeux fermés. Alors, justement, quand on voit, ça pourrait presque faire image à la mentalisation, mais je pense que c'est pas ça. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en fait? On te voit les yeux fermés, regarder légèrement en bas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, en fait, comme il y a énormément de luminosité, mon seul moyen de la filtrer, c'est de fermer les yeux. Après, instinctivement, je garde toujours un tout petit espace pour essayer de distinguer quelque chose. Et moi, généralement, dans mes déplacements, de manière générale, je regarde en bas parce que j'ai pas la vision de loin pour anticiper les obstacles. Donc,
moi, dans mon schéma moteur de tous les jours, j'ai toujours cette tête un peu penchée à regarder au bas pour avoir le champ visuel de ce qu'il y a devant moi et anticiper les obstacles. Et ça, je le garde un petit peu pendant le combat. Donc, j'ai voilà, la filtration le plus important possible et juste un tout petit filet qui passe et qui va m'aider notamment à voir, comme je disais tout à l'heure, éventuellement les jambes de mon adversaire. Mais des fois, ça va tellement vite avec la vitesse que ça ne sert pas vraiment. Mais j'ai cet automatisme de fermeture des yeux. D'ailleurs, je ne sais pas quand je les ouvre et quand je les ferme parfois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans mon Alors, schéma. Et en l'occurrence, je vois tout blanc la plupart du temps sur le tatami en tout cas. donc on va parler, je pense, de l'éblouissement tout à l'heure. Juste, je fais une précision sur ta correction, parce que là, on voit que tu portes des lunettes, donc elles sont filtrantes. Je pense que tout le monde le voit, elles sont un peu jaunes. Tu ne les portes pas sur le tatami, et pourtant, tu as une correction assez importante, hein, de l'ordre de 5 dioptries de myopie. Donc, c'est pas, enfin, voilà, ça rajoute du flou, on va dire, à la difficulté, enfin, à l'acuité basse. Est-ce que tu penses, toi, que cette correction, elle t'apporterait sur le tatami ou pas vraiment, en fait? Comment tu... Finalement, je suis pas sûre que ça m'apporte énormément parce qu'entre la luminosité et la vitesse de déplacement, je distingue vraiment très très peu de choses. Mais par contre, là où elle est hyper importante, cette correction et ces filtres, c'est en dehors des tatamis pour trouver quelque chose qui me permette en fait d'éviter la fameuse fatigue dont on parlait tout à l'heure et cette hyper sollicitation, accommodation, fatigue du quotidien que ça nous demande en fait pour nous adapter dans notre quotidien, pour les déplacements et toutes les activités qu'on peut faire, travailler sur les ordinateurs, lire quelque chose avec ou sans loupe, ou voilà, sur tout ce qu'il y a en dehors de ce que je fais sur le tatami, j'ai besoin d'avoir un outil qui soit le plus finalement reposant pour moi, pour éviter un maximum des migraines, de la fatigue et de l'énergie dépensée en plus pour pouvoir, quand je suis sur le tapis, être le plus performante possible parce qu'on a vu que tout ce qui pouvait être stress, fatigue, problème de sommeil et tout ce qui va être la migraine va venir à me jouer sur... un peu la vie et va jouer sur ma performance. Donc, si même si j'utilise pas ma vue vraiment pour la compétition en elle-même, j'ai besoin absolument d'avoir une protection et une adaptation au quotidien dans ma vie de tous les jours Tu laisses ta pour vue être disponible performante pour le sur le combat. tapis. Voilà, pour être complètement disponible à ce que je fais et pas avoir perdu de la fatigue, de l'énergie dans ce travail du quotidien de l'adaptation avec ma vue. Ok. Alors, on n'a pas trop parlé d'aide technique et on va pas en parler, parce qu'après, je vais prendre la parole et je vais plutôt vous parler des montures pour équiper le sportif, et on parlera pas vraiment d'aide visuelle, mais est-ce qu'on peut te demander justement si tu en utilises des aides visuelles, des aides grossissantes? Alors, au niveau des aides grossissantes, bon, maintenant, on a les téléphones qui font des super zooms. Donc, j'utilise énormément mon téléphone. J'utilise tous les zooms possibles sur les différents outils. Avant, j'avais un monoculaire, bien évidemment. Mhm. Aujourd'hui, le téléphone remplace. Remplace tout. Parfois, j'utilise des loupes sur tout ce qui va être lecture de choses qui sont vraiment trop petites ou avec des écritures un peu qui ne sont pas du Times New Roman écrit en gras, donc type Ouais, manga BD. ouais. Donc là, j'utilise une loupe. Et sinon, après, les adaptations, c'est vraiment la lunette avec les différents filtres en fonction de la luminosité. On va dire c'est la gêne principale, quoi. D'accord. Mm. Bon, on parlera un petit peu des filtres tout à l'heure. Donc, moi, je vais vous parler de l'équipement optique du sportif, que ce soit pour personnes valides ou personnes déficientes visuelles. L'idée, c'est de mieux connaître un petit peu tout l'arsenal technique que l'opticien et que vous-même, à travers vos prescriptions, avez à disposition. Assez important, parce que vraiment, l'équipement du sportif, c'est un domaine qui est très peu connu finalement. Alors, des constats simples sur le sport en général, hein, ça c'est chez les valides, on va dire, hein, 70% des porteurs de lunettes les autres pour pratiquer le sport, 25% les gardent, donc certains vont se reconnaître, hein, les lunettes de tous les jours, on les porte pour faire le jogging, et puis seulement 5%, certains vont se reconnaître aussi, hein, quand on a on va dire une pratique un peu plus avancée, vont porter des montures adaptées, donc ce sont ces montures un peu galbées, profilées, avec des filtres un peu spéciaux, ce ne sont pas des lunettes classiques. Alors c'est important de porter des lunettes,
bien sûr pour bien voir, et on le fera, mais aussi pour se protéger. Je pense que c'est vraiment une des premières choses des lunettes, c'est cette protection. Il faut savoir que 7,5% des traumatismes oculaires sont d'origine sportive et que 80% des personnes qui arrivent aux urgences avec une plaie liée au sport, eh bien, ne portaient pas de lunettes lors de la pratique. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que si jamais ils avaient porté des lunettes, donc une étude l'a montré, eh bien, ça aurait réduit de 90% le risque oculaire. Donc ça nous montre bien que bien, porter des lunettes pour se protéger, c'est essentiel. Alors que ce soit nos lunettes de tous les jours, si jamais on n'a pas de lunettes spécifiques, mais bien sûr, les lunettes spécifiques auront un impact un petit peu plus important. Donc, les lunettes, je disais, on les connaît mal. Alors, moi, il y a un petit film là, qui se lance pour voir un peu comment c'est, et le média n'est pas disponible, donc vous ne l'aurez pas. Et donc, je vais peut-être le passer là, voilà, on le voit un petit peu mieux. Donc, ce sont des lunettes, des formes anatomiques, avec des petites mousses qui peuvent se mettre. On peut aussi enlever les branches pour mettre des cordons. Donc, tout ça pour limiter, on va dire, la monture qui glisse, limiter la monture qui bouge. Donc, en gros, maximiser le confort, avoir une stabilité et un contact parfait au visage. Si on regarde la réglementation, eh bien, c'est relativement timide, c'est-à-dire qu'on vient de dire que c'était important de se protéger des chocs, et pourtant, eh bien, niveau réglementation, sur les fédérations, seul le squash et je crois la pelote basque, qui ressemble un petit peu à ça, oblige les jeunes de moins de 19 ans en compétition à porter des lunettes pour se protéger. Ça veut donc dire que faire un squash avec son enfant le dimanche dans un contexte amateur, rien n'oblige, même si votre enfant est en biote, à porter des lunettes de sport. Donc ça nous interroge quand même et ça nous sensibilise beaucoup quand même à se dire que je pense beaucoup aux enfants en biope justement, qui portent des lunettes, qui enlèvent leurs lunettes pour pas les abîmer, ben, ça veut dire qu'on se met dans une zone de risque qui, à mon avis, est de notre devoir à sensibiliser. Alors, on parlait du sport qui a beaucoup développé donc les recherches et que ce soit les recherches euh, médicales, mais aussi les recherches techniques. Une histoire assez intéressante sur ce joueur de rugby, Florian Cazenave, qui a perdu un œil alors qu'il était joueur professionnel. Et il faut savoir que la fédération de rugby interdit de jouer au niveau professionnel lorsque vous n'avez qu'un œil. Et il est parti en Italie, justement, où était en train de se faire homologuer le port de ses lunettes, un peu masque de ski comme ça, pour justement continuer au niveau professionnel et même à tout niveau la pratique du sport. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a d'ailleurs été homologué en France suite à ses essais et au prototypage donc, de Florian en Italie. Et ce sont des lunettes qui sont disponibles. Et on en voit de plus en plus pour les enfants, justement, puisqu'on peut clipper la monture, enfin clipper la correction derrière. Donc vous l'avez compris, objectif numéro un, c'est se protéger. Après, évidemment, c'est bien voir quand on a une acuité qui nous le permet. Et ce qu'il faut revoir un tout petit peu sur cette correction, c'est-à-dire qu'on a l'habitude quand même dans nos modes de correction standard d'aller métropiser au loin et d'équilibrer sur on va dire un confort accommodatif à 40 cm. Et quand on fait du sport, l'objectif prioritaire, c'est absolument pas ça. C'est vraiment avoir un champ large. On est très en mouvement, donc avoir des verres qui nous permettent d'avoir un champ dynamique et large. Donc c'est pour ça que les montures sont très enveloppantes, pour ne pas avoir du tout d'effet de bord. Là, en arrière. Et ça nous embête un petit peu parce que ces montures larges qui paraissent évidentes, on se dit, bon, on se protège toute la surface oculaire, ça c'est logique. Eh bien, ça crée ce qu'on appelle des aberrations chez l'opticien puisque les verres, en fait, plus vous écartez du centre optique, vous savez qu'il y a un point très précis qu'on place en face de la pupille et dès qu'on s'en écarte, eh bien, le verre est de moins en moins précis. Ça crée, c'est donc ces fameuses aberrations. Naturellement, les montures larges et galbées vont les amplifier. Alors heureusement, on a des verres qui sont un petit peu plus précis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des verres qui bénéficient de stratégies industrielles numériques, donc qui permettent de venir compenser ces aberrations qui sont liées donc au galbe des verres, aux inclinaisons un peu particulières, au grand surfaçage. Et on peut venir compenser ça en modifiant la correction. C'est pour ça que parfois vous voyez des cartes de vue qui sont un petit peu différentes par rapport à la prescription initiale. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que l'effet réfractif du verre, in fine, est exactement le même qu'une réfraction qui aura été prévue à l'origine sur des cotes classiques.
Un petit mot sur l'addition aussi. Ne cherchons pas à équilibrer à 40 centimètres, on le voyait tout à l'heure. Quand on fait du sport, on a beaucoup moins besoin de lire confortablement. Donc on peut souvent se contenter d'une addition divisée par deux. Et ça, c'est un gros avantage, c'est que le verre est beaucoup plus confortable puisque les aberrations du verre progressif que très certainement vous connaissez sont totalement liées en fait à la puissance de l'addition. Donc plus l'addition est forte, moins le verre est clair. Toutes ces corrections et toutes ces montures, on peut les mettre de différentes façons. Il y a les clips qui sont les façons les plus simples, des inserts optiques aussi, et des verres sertis polymérisés qu'on va venir clipser sur un écran comme ça très large. Ça fait partie des choses un petit peu plus haut de gamme. Et comme je le disais, donc la version la plus simple, c'est ce clip qu'on peut mettre derrière les lunettes. Rassurez-vous aussi sur les gammes, on peut couvrir une très large, un très large panel, une très large gamme, voilà, de puissance, de -10 à +8, avec des cylindres assez facilement jusqu'à 4 et des additions traditionnelles jusqu'à 250. Donc, se protéger et bien voir, ça c'est les premiers objectifs, on va dire, de la correction. Mais il y a aussi le troisième, c'est donc mieux voir, et c'est là où on va raccrocher avec notre sujet sur les filtres. Il y a un vaste sujet, les filtres, parce que naturellement, il y en a une multitude. Il y en a quand même un petit peu de peine parfois à s'y retrouver sur ces différentes couleurs, et puis même dans une gamme de couleurs un petit peu moins foncées, moins colorées, c'est compliqué. Ce qu'on retient, et ça tout le monde le sait, c'est que quand on est ébloui, et c'est en général la pratique sportive, c'est plutôt à l'extérieur, même si pour Sandrine, c'est à l'intérieur, mais on est quand même confronté souvent à des éclairages puissants, et bien c'est une perte de contraste, c'est une perte de performance naturellement. Vous connaissez, je pense, les différentes stratégies sur les filtres classiques. On peut faire différentes intensités de verre qui vont de ce grade 0 jusqu'à un grade 3, voire même grade 4 sur certains verres. Et je pense à Sandrine qui porte des verres très, très, très foncés. Donc, on est sur des catégories 4 pour une de tes paires de lunettes. Il y a aussi des verres polarisants qui sont plutôt magiques sur le papier parce qu'on va limiter toute la réverbération au sol. Petit bémol quand même, toutes ces réverbérations justement au sol peuvent servir aussi d'indice sur la qualité du son. Donc, je dirais que le verre polarisant, même si ça paraît très bien et que pour ceux qui en portent, je pense qu'il est très agréable quand on est au bord de l'eau avec ce type de verre. Pour la personne déficiente visuelle, je pense que c'est vraiment à essayer parce que, encore une fois, ces petites réflexions au sol peuvent servir d'indice pour le déplacement. Et puis, bien sûr, les verres photochromiques qui se teintent au soleil, donc ces verres un petit peu intelligents. Ça apporte aussi un bon niveau de confort, surtout quand on est en extérieur, puisque le verre va se mettre au diapason, finalement, de l'intensité lumineuse. Alors, tout ça, ça ne nous dit pas encore quelle couleur de filtre. Donc, il faut revenir à un petit décalage là sur la croix. Il faut revenir un petit peu à un peu la physique de la lumière blanche. Avec la lumière blanche, c'est un assemblage de toutes ces couleurs-là qui, une fois tout mélangé, donne du blanc. Et il y a le jeu des couleurs élémentaires et complémentaires, donc qui sont diamétralement opposées. Autrement dit, la couleur verte est l'opposé de la couleur rose, donc ces deux couleurs sont complémentaires. Et vous voyez aussi que le bleu et le jaune, ça c'est quelque chose qu'on connaît très très bien en basse vision, puisque on propose des verres jaunes pour absorber la lumière bleue, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le jaune va piéger du bleu. Souvent, je m'amuse à dire que le vert jaune est finalement un vert bleu parce que le pigment bleu a été piégé dans cette couleur jaune. Et donc, les différentes teintes de vert dépendent de ce que laisse passer. Vous voyez ces trois courbes là sur le spectre de la lumière blanche. On voit par exemple un vert gris-bleu, eh bien, il va laisser passer plus de bleu et absorber plus les jaunes, remonter légèrement sur les rouges. Et donc, la couleur finalement du vert a la couleur de ce qu'il laisse passer comme partie du spectre. Et on voit que le vert jaune, lui, il va absorber le bleu, laisser passer évidemment du jaune. Et le vert un peu rose, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui a une première indication plutôt sur les migraines, mais aujourd'hui on l'a très bien intégré dans dans les préconisations basse vision, et bien il va laisser passer du rouge et du bleu. Et justement, piéger le vert, qui est une bande spectrale liée à l'hyperphotosensibilité de l'œil, donc qui a un très gros intérêt sur la photophobie. Je m'essouffle avec mon masque. Alors, du coup, ça nous amène à un peu plus de connaissances aussi, et on retrouve un petit peu
ces choses qui disent que le sport, finalement, nous inspire beaucoup sur les recherches et les technologies, puisqu'aujourd'hui, grâce au sport, je trouve qu'on conseille beaucoup mieux la couleur des filtres. Donc, j'ai dit tout à l'heure avec le jeu des complémentaires, donc le vert rose qu'on voit là avec ce cycliste, le cycliste étant en général à l'extérieur entouré de vert parce qu'il y a l'herbe un petit peu partout, eh bien le vert rose va être assez agréable puisqu'il va justement rajouter du contraste, comme il va absorber le vert, il va rendre plus foncé tout le contenu vert, et donc ça va apporter beaucoup plus de contraste sur l'environnement. Si on fait les mêmes analogies sur le tennis, donc sur un terre battue, on voit cette couleur un petit peu orange, un vert bleu, lui va absorber ce jaune orange, donc rapporter aussi du contraste sur ce fond dominant. Et même chose sur les sports nautiques, le vert marron, qui est un jaune foncé, va être plutôt intelligent à choisir parce qu'on a cet environnement bleu. Un petit mot sur les opticiens qui, en général, font des sports, enfin des packs un petit peu à la vue. Vous savez qu'il y a ce jeu des deuxièmes paires. Et aujourd'hui, des deuxièmes paires adaptées aux sportifs sont souvent proposés à des tarifs, on va dire, assez abordables. Donc, tout ça pour dire que cette connaissance sur ces nouveaux outils est importante parce que ça permet d'apporter un peu de protection, un peu de bonne vision et surtout du confort et de la performance visuelle grâce au filtre, eh bien, aux sportifs, qu'ils soient valides ou déficients visuels. Et je pense que justement, quand on est déficient visuel, on a beaucoup à gagner sur les filtres. Je pense, Sandrine, si on en parle des filtres, on disait tout à l'heure que c'est la priorité pour toi. Et donc, justement, il y a ces paires de lunettes. Là, je viens d'afficher ces différentes paires de lunettes. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup. Et on est encore au JO là. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le rôle de toutes ces paires de lunettes que je connais très bien puisqu'on s'est vu hier pour travailler sur ces filtres et on a rechoisi 5 teintes. Donc on n'est pas tout à fait sur celle-ci, mais on est très proche si on est reparti sur ces 5 paires de lunettes. Donc, en gros, moi, j'ai une paire que je dis claire avec un premier filtre qui va me permettre d'être donc tout ce qui va être intérieur où il y a peu de luminosité. Donc, je te laisserai expliquer le filtre qu'on a choisi pour cette paire-là. Ensuite, je vais avoir celle que je porte avec la médaille que j'aime beaucoup, qui doit être un équivalent, je pense, d'une teinte 2 avec un effet miroir dessus. Ces lunettes-là, je les utilise en intérieur quand c'est lumineux et en extérieur quand il n'y a pas un plein soleil, mais qu'on va avoir un ciel nuageux, mais qui reste quand même lumineux pour moi. Donc, c'est vraiment la paire que j'utilise en intérieur et en extérieur. Donc, pour l'intérieur, ça va être euh, tout ce qui va être néon, tout ce qui va être baie vitrée, voilà, toutes ces choses qui vont rendre du coup l'intérieur hyper lumineux et mes lunettes claires ne vont pas suffire et je vais trop plisser les yeux, je vais griller ma tête. C'est celle que tu portes là, hein, celle qu'on voit. Voilà, c'est ça. Et là, je pense qu'avec la luminosité de l'écran, je n'ouvre pas les yeux notamment. Donc, limite, il faudrait que je mette les autres pour ce type de luminosité-là avec les écrans. Et ensuite, donc après ces intermédiaires, j'ai besoin, donc comme tu le disais, d'une teinte au moins 4 à partir du moment où il y a du soleil. Donc là, de mémoire, on est sur à peu près 96% de filtration pour les premières. Et les toutes dernières, on est à 99% de filtration. Tu me dis si je dis des bêtises. Exactement ça, hein. Je Voilà. faisais les Et, louanges d'un spectromètre qu'on utilise justement, c'est comme pour ça, et je montrais les courbes, on a exactement 1% de transmission du visible, donc sur celles voilà. qui sont au-dessus. Et donc ces lunettes-là, les dernières, c'est celles que je vais utiliser dans des grands espaces lumineux. C'est celles que je vais utiliser quand je suis dans une piscine pour tout ce qui est réverbération, quand je suis à la mer, à la plage aussi, parce que le sable est très clair et que ce soit au niveau de l'eau ou au niveau du sable, je suis très gênée, et au ski aussi. Donc voilà, dès qu'il y a énormément de luminosité, de réverbération, j'ai besoin qu'il y ait juste 1% qui passe. Et on va dire, quand il y a ombre et lumière qui voilà, sont présents, je vais être plutôt sur les 96. Et donc voilà, un petit peu à peu près les échantillons. Et on a rajouté ensemble une nouvelle paire
pour la lecture avec le fameux verre rose que j'ai hâte de pouvoir. Essayer. Ça, c'est l'innovation, c'est vrai. Alors, Voilà. effectivement, je disais tout à l'heure que le verre rose, il apporte quelque chose parce que il apporte un certain contraste et une certaine douceur. Alors, bien que on l'a pas précisé tout à l'heure, mais ce qui pose problème souvent dans ces filtres très soustractifs du spectre, c'est que finalement, on perd de l'information colorée. Il y a des gens qui sont gênés par la perte de sensibilité colorée, et ce qui n'est pas du tout le cas pour Sandrine, puisqu'en tant qu'acromate, il n'y a pas de perception des couleurs. Donc, on peut se permettre de lui proposer des verres rouges. On est vraiment uniquement sur l'objectif contraste et on ne se soucie peu finalement de la déformation colorée. Mais pour autant, donc ce verre rose, ben, il a une espèce de douceur vraiment en enlevant, en écrêtant juste cette zone sensible autour de 500 nanomètres. Et c'est très efficace. Et c'est vrai que ça va être une nouvelle paire aussi, au-delà de la teinte rose que tu vas avoir, avec une addition 4, puisqu'on va essayer de compenser, parce que tout le monde prend un petit peu d'âge, et on sent que le pouvoir accommodatif commence à être un peu sursollicité pour la lecture. Et du coup, on a fait cette addition 4 qui permet, avec de l'effort à 10 cm, de récupérer quand même P4, je crois, qu'on avait bien.